On va donc déjà bonjour à tous et merci d'avoir accepté de participer à notre première conférence webinaire sur une thématique d'emploi en termes de reconversion. Donc merci beaucoup Agnès d'avoir accepté de nous parler de ton expérience dans l'humanitaire. Alors Agnès a vécu des choses incroyables pendant plusieurs années, donc vraiment une expérience très très intéressante, très probante qui va nous donner un éclairage précis sur l'envers du décor, quel que soit ce décor qui euh, apporte beaucoup d'émotions fortes, intenses, et puis aussi voilà, des petites contraintes qu'il faut avoir en tête avant de se lancer dans l'humanitaire. Donc on va avoir aujourd'hui un éclairage très précis. Le format est le suivant. Pendant une trentaine de minutes, Agnès va nous exposer à travers un enchaînement de diaporamas, vidéos et explications sur son parcours, ce qu'elle a vécu dans l'humanitaire et les conditions dans lesquelles on peut envisager une reconversion dans l'humanitaire. Ensuite, nous allons avoir environ 30 minutes pour les questions-réponses. Vous pouvez utiliser le chat pour commencer à poser des questions si vous en avez et on reviendra sur ces questions à l'issue de la présentation d'Agnès. Et sachez que cette conférence est enregistrée. Ça fera l'objet d'un enregistrement avec un accès privé pour les personnes qui souhaiteraient, en tant que bénéficiaires grand bain, avoir accès à ce type d'informations par la suite. Donc, si vous ne souhaitez pas être visible sur l'enregistrement, vous pouvez rester pendant toute l'intervention avec votre micro et votre caméra coupée. D'accord ? Alors, on y va. Donc, je vous invite dès maintenant d'ailleurs à couper au moins vos caméras parce que je crois que ça consomme pas mal de débit. Comme ça permettra une bonne clarté d'intervention pendant qu'Agnès parle et on revient sur vous ensuite. Agnès, c'est à toi. Merci Sophie. Écoutez, je suis ravie de faire ce témoignage sur mon expérience parce que c'est des années merveilleuses pour moi, une expérience intense et marquante. Et je ne peux qu'encourager les personnes qui s'y intéressent à s'y plonger dedans, comme on dit au grand bain, de manière à voir en fait si c'est fait pour elles et comment elles pourraient enclencher un démarrage de cette nouvelle vie. C'est à la fois une vie professionnelle et puis un changement de vie global en fait qu'il faut envisager quand on part faire de l'humanitaire. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. J'ai partagé mon écran, il est en tout petit parce qu'on est assez nombreux ici. Si vous voulez le voir en plus grand, je vous invite à cliquer dessus. Il y a marqué screen share, je crois, dessus, et à fermer peut-être le chat de façon à ce qu'il soit un tout petit peu plus grand. Ça sera peut-être encore insuffisant pour lire les petites écritures, mais en tout cas pour voir l'essentiel. Donc cette présentation, je vais effectivement la faire essentiellement en deux temps. Une première qui est un peu une immersion dans le milieu humanitaire à travers mon parcours et puis d'autres éléments qui vous permettent d'imaginer un peu mieux de quoi il s'agit. Et puis une deuxième partie qui est plutôt orientée sur l'aspect ressources humaines, c'est-à-dire quels sont les profils recherchés, les formations adaptées, les parcours correspondants en fait pour rentrer, pour sortir de l'humanitaire. Bref, comment ça marche. Alors, en premier lieu, je voudrais faire en introduction préciser en fait, quand on parle d'expérience humanitaire, c'est à la fois une expérience personnelle et professionnelle, mais souvent on mélange un petit peu tout parce qu'il y a différentes façons de faire l'humanitaire. Il y a ce que proposent des voyagistes avec des séjours humanitaires ou plus anciens et quelque chose que j'ai fait d'ailleurs que sont les chantiers de jeunesse. Là, vous allez partir pendant quelques semaines, peut-être même jusqu'à 2 mois dans un autre pays ou pas d'ailleurs, ça peut être en France pour les chantiers de jeunesse, et vous allez contribuer en fait à un voyage qui sera quelque chose d'assez particulier durant lequel il y a un aspect humanitaire qui vous permettra aussi de vivre un échange assez différent de ce qu'on vit dans le voyage ordinaire. Ça, c'est une chose. Il y a une autre façon de faire de l'humanitaire qui est en tant que bénévole auprès d'une association ou d'une ONG, de faire une mission ponctuelle. Là, j'ai mis une vidéo que je vous invite à regarder sur ce support qui vous sera fourni. Tous les liens sont cliquables, hein, donc on peut cliquer sur YouTube. L'expérience d'un clown qui s'appelle un clown humanitaire. Alors tous les humanitaires ne sont pas des clowns, mais il y a des clowns parmi les humanitaires. J'ai eu la chance d'en voir en Croatie. Ils font un travail absolument formidable, vraiment. Parce que redonner le sourire à un enfant dans un camp de réfugiés, c'est quelque chose de magique. Mais en l'occurrence, ce sont des gens qui vont faire ça, voilà, pendant un été,
dans un contexte donné. Ça reste des missions ponctuelles, ils sont bénévoles. Et puis, il y a aussi des gens qui participent à ce que j'ai appelé ici la réserve. Alors, par exemple, au sein du mouvement Croix-Rouge, il y a ce qu'on appelle les ERU, c'est Emergency Response Units. Ce sont des unités compactes, un peu comme les pompiers. Il y en a dans le domaine de la santé, il y en a dans le domaine IT, il y en a dans le domaine logistique, qui sont susceptibles d'être déployés très très vite, en l'espace de 2 ou 3 jours, quand il y a une catastrophe, et ils vont rester 1 semaine, 2 semaines au plus. Donc ça, c'est des gens qui ont une vie par ailleurs normale, entre guillemets, et qui se mettent à disposition, qui ont été entraînés et intégrés d'abord par une organisation pour faire ce genre de travail. Ça reste assez marginal, en fait, dans le milieu humanitaire. Et puis, le troisième type, c'est ce que j'ai vécu moi et ce que je vais vous présenter, que sont les missions humanitaires. Alors là, on parle de séjours, plutôt de missions qui durent généralement 1 an, parfois plus, parfois un peu moins, auprès d'une organisation non gouvernementale, voire d'organisations internationales, mais ça c'est encore un peu différent et je ne vais pas vraiment en parler ici, et c'est plus difficile d'accès de toute façon, donc autant se concentrer sur les ONG. Et là, les gens qui partent en mission vont avoir un statut soit de volontaire, mais le statut de volontaire est lui-même un peu particulier, c'est-à-dire qu'ils ont quand même ils ont une prise en charge et une petite rémunération qui leur permet de faire ça quand même plusieurs années, soit de salariés, soit pour les plus âgés et expérimentés, parfois de consultants. Donc c'est en fait dans ce monde-là qu'on va partir. Et avant de partir, je vais vous... Ah oui, je voudrais effectivement préciser un point. Pour ce qui concerne les missions humanitaires donc professionnelles, alors on a du mal à voir ça comme ça en France, mais dans le milieu anglo-saxon, c'est vraiment comme ça. Ils parlent même de carrière. En France, c'est vrai qu'il y a souvent cette idée reçue que quand on fait de l'humanitaire, tout le monde devrait être bénévole et tout le monde devrait pouvoir faire de l'humanitaire. J'ai mis ici le lien vers une vidéo qui est assez sympathique, qui casse un peu les différentes idées reçues qui existent sur l'humanitaire, et c'est une des premières. Pour souligner qu'en fait, quand on gère des programmes avec des millions d'euros, des dizaines ou voire des centaines de personnes dans un milieu à risque, que l'on doit faire de l'identification, du design de programmes, mettre en œuvre ces programmes, recruter des équipes, faire du reporting et du contrôle qualité vis-à-vis des bailleurs, et travailler à des stratégies de sortie quand on considère que l'organisation va arrêter de financer des missions, ça demande de vraies compétences. Et c'est vrai que le milieu humanitaire a vécu depuis 20 ans une véritable professionnalisation. Pour exemple, j'ai mis en dessous trois petits exemples. Là aussi, je vous invite à le voir pour ceux qui sont de profil école de commerce. Il y a beaucoup de gens qui ont une expérience par exemple pour cette femme, Valérie Daucher, de responsable administrative et financière, et elle est partie un peu sur le tard dans l'humanitaire. Là, c'est une vidéo qu'elle a présentée à un TEDx, où elle explique qu'en fait, le travail d'admin, c'est le même que celui d'un directeur administratif et financier, avec quelques difficultés en plus. Le fait de travailler dans un pays en guerre, le fait de travailler parfois avec des personnes même illettrées, ce qui complique la collecte de documents quand on va avoir un audit KPMG, ce qui peut arriver effectivement sur des missions. Donc ça montre tout de suite qu'on n'est plus tout à fait sur le même type de mission que le voyage humanitaire de découverte. Autre exemple, deuxième que j'ai mis ici, qui a été posté il y a quelques jours sur la page Facebook du CICR. Le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, a une activité traditionnelle de visite en détention, de visite des détenus. Ils ont réussi à s'ouvrir les ports de Guantanamo. Je vous laisse imaginer que pour négocier cela avec l'état-major américain, de l'armée américaine, il faut un petit peu de bouteille. Troisième exemple que j'ai trouvé également hier sur Facebook, alors plein de jargon, mais c'est une mission de consultant qui est postée par quelqu'un qui travaille dans le domaine et qui cherche un spécialiste filet de sécurité sociale, économie de la santé, pour une mission au Mali. Donc là, on est tout de suite quand même sur un niveau de compétence professionnelle requis. Alors, avant de partir dans l'immersion, je me présente très rapidement. Moi, j'ai fait des études généralistes, on va dire ça comme ça. J'ai fait
Sciences Po, un magistère de relations internationales. On verra qu'il y a deux types de profils en fait dans l'humanitaire, des généralistes et des spécialistes avec des spécialités techniques diverses. Et j'ai travaillé dans deux domaines. D'une part, dans le domaine, dans le milieu humanitaire, effectivement, j'ai passé au total pas loin de 15 ans en Afrique essentiellement. Et puis, mon métier de base que je continue d'exercer actuellement, qui est dans la communication et le digital. Alors, je vais justement passer rapidement mon parcours, mais ça permet de visiter un peu ce type de mission. Moi, j'ai commencé par faire un chantier de jeunesse en Turquie, juste après avoir eu mon bac, avec une organisation qui s'appelle Jeunesse et Reconstruction. Là, on est dans la première case de ce que je vous présentais tout à l'heure, hein, donc des voyages un peu découvertes, mais c'est extrêmement intéressant puisqu'on rencontre déjà des gens de divers backgrounds, de divers pays, et on voit ce que c'est que de s'adapter à un contexte totalement inconnu. Et ces chantiers sont plus orientés vers l'échange et la découverte que vers l'aide humanitaire en particulier. Là, il s'agissait de travailler dans une école. Les villageois qui nous recevaient voulaient avant tout rencontrer des gens et organiser un échange. Ensuite, j'ai fait un stage auprès de l'organisation Solidarité à Paris. C'est toujours intéressant de passer au siège pour ne serait-ce que réaliser qu'au siège, pour que les missions partent, il y a tout un back-office, que ce soit en ressources humaines, en recrutement, en recherche de fonds, donc que ça, auprès du grand public ou auprès des bailleurs institutionnels. Là, c'était une démarche tout à fait grand public, même faite dans les écoles. Et souvent, ce genre d'immersion permet un petit peu de comprendre un peu comment ça marche de l'intérieur. Et j'ajoute que quand on est sur le terrain, c'est très utile d'être passé au siège, parce qu'on a tendance beaucoup à râler sur le siège. Le siège ne suit jamais, ils ne comprennent pas les difficultés qu'on peut avoir sur le terrain. Quand on est passé sur le siège, on comprend aussi qu'il y a des difficultés et on est un peu plus tolérant, je pense. Ensuite, ma première mission, je l'ai faite en ex-Yougoslavie. Alors, ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'avais fait, dans mon parcours, j'avais fait un petit peu de serbo-croate. C'est ce qui m'a aidé à décrocher cette première mission. C'est vrai que c'est assez rare. Ça n'est évidemment pas requis, mais la première mission étant la plus difficile à obtenir, ça a été un petit peu un sésame pour moi. Donc là, on travaillait dans un contexte où il y avait beaucoup de réfugiés, de déplacés, un programme de l'Union européenne pour venir en aide à ces réfugiés, avec un peu de cynisme, je pourrais dire, pour éviter qu'ils n'inondent l'Europe aussi. Et du coup, on était 3 organisations européennes, dont une organisation française Équilibre, pour laquelle j'ai travaillé, à s'occuper donc de l'assistance à ces personnes. Chaque Food Aid Monitor, comme moi, avait un secteur. Et sur ce secteur, on allait monitorer la distribution de l'aide avec des partenaires locaux, des partenaires institutionnels également. Et puis, on était encouragé à également identifier des micro-projets qui pouvaient être financés par l'association avec des bailleurs privés du grand public. Ensuite, j'ai fait autre chose. J'ai travaillé dans le web et je suis revenue dans l'humanitaire en travaillant à nouveau pour la Croix-Rouge française en m'occupant du web. 2 ans au siège qui m'ont permis à nouveau de bien comprendre les rouages de l'organisation et puis de préparer mon départ, puisque à la Croix-Rouge française, en réalité, il y a plusieurs étapes au niveau du recrutement. C'est probablement une des organisations pour lesquelles c'est le plus long, je dirais. Pour partir avec le CICR, il fallait être sélectionné sur CV entretien, faire un stage qui était à la fois un stage de formation, de préparation au départ et de sélection. Ensuite, si on était retenu par le CICR, il fallait à nouveau passer par des entretiens sur 2 jours. Et puis, une préparation au départ, elle, qui durait 5 semaines, à l'issue de laquelle la première mission était envoyée. Donc, c'est ce que j'ai fait, en fait, pendant ces 2 années au siège de la Croix-Rouge française. Et là, je vais faire un tout petit zoom sur le mouvement Croix-Rouge pour comprendre, en fait, que c'est une expérience un peu particulière. Ça n'est pas une ONG, ou en tout cas pas une ONG comme les autres. La Croix-Rouge, c'est un mouvement avec la Fédération des sociétés nationales comme la Croix-Rouge française et le Comité international de la Croix-Rouge. Les sociétés nationales travaillent dans chacun de leurs pays. La Fédération internationale les coordonne, et en particulier en cas de catastrophe naturelle. Et le Comité international de la Croix-Rouge, quant à lui, a une spécialité qui est de travailler en zone de guerre. Et il doit cette spécialité à une histoire.
celle de Henri Dunant. Je ne vais pas vous faire l'histoire maintenant, mais c'est une histoire à l'issue de laquelle le CICR a été à l'origine des conventions de Genève qui forment le socle de ce qu'on appelle le droit international humanitaire ou le droit de la guerre. Et à ce titre, il a un rôle particulier qui est reconnu en période de conflit et un rôle particulier auprès des États et des belligérants. Donc du coup, l'expérience que je vais vous présenter est un peu spécifique par rapport à ça. Et je dirais, elle est forcément un peu plus dure puisqu'elle est en zone de guerre. Ça n'est pas la totalité des missions humanitaires qui sont de cet ordre-là. Il ne faut pas non plus avoir peur de ça nécessairement. Et là, je vous propose d'envoyer une petite vidéo qui dure 4 minutes, mais que je trouve très très bien pour présenter un peu ce qu'est le travail d'un délégué du CICR. Je l'envoie ici. J'espère que ça sera assez grand pour vous pour la voir en grand. Et voilà. J'avais vu des camps de déplacés à la télévision, naturellement, comme tout le monde. Mais d'être là-dedans, ça signifie pas seulement voir, ça signifie ne pas pouvoir s'échapper aux images qu'on voit. C'est les gens qui pressent, c'est la chaleur, c'est les odeurs. C'est une expérience tout à fait différente. L'activité du délégué varie énormément de mission en mission, de contexte à contexte. Being a delegate involves many different tasks. Mainly, you establish contact with certain authorities, be it armed groups or government authorities. You can be trying to find the families of the people. You can be visiting prisoners to make sure that the detention conditions are good enough. A delegate can also have the role of visiting persons who've been arrested in relation to the conflict in order to follow their cases and to make sure that they have contact with their families. Intervenir pour faciliter le passage d'une ambulance sur une zone de conflit. Quelques heures plus tard, devoir négocier avec les autorités la levée d'un barrage pour faire passer un convoi humanitaire. Sometimes when I had the chance to receive some kidnapped people, and then I came back with news 10 years later to the family. And they couldn't speak, and I couldn't speak either. So little things like that happen from time to time. You have to be flexible because your job is not always what it says it is on paper. You have to always be ready to expect the unexpected and be able to adapt to the needs of the context, the current situation. Il faut être porté sur les autres. Il faut savoir écouter. Not to be too emotional, which is very difficult when you are exposed to situations that are very difficult that you can't assist or you can't help. J'ajoute le sens de l'humour. Le sens de l'humour, c'est fondamental. Parce que ça implique la capacité de regarder avec des yeux critiques le contexte dans lequel on opère, on travaille, on vit. No day is the same working in the ICRC as a delegate. Every single day brings something new, and especially when you're working in contexts that are quite volatile. You are always with your local staff, and they are gold to you. The roads which are close to this are the road going to Palabek. They're so motivated and they're willing to really work with the ICRC to try and make a difference for their own country. It's really inspiring. C'est des conflits en fait. Ah oui, alors attends. On fait face à des situations de risques. On vit des fois, et ça m'est arrivé plusieurs fois dans les contextes dans lesquels j'ai travaillé, de vivre dans une situation de tension permanente. Because we move in between thin lines. When conflict is alive all around, everybody is tense, so all your behavior and habits are going to be important in order to be accepted. Le travail du CICR implique la neutralité. La neutralité, c'est une question d'acceptation. Si on n'est pas neutre, l'une des deux parties ne nous donnera pas l'autorisation d'aller en aide des victimes. Grâce en fait à la manière dont le CICR se positionne dans ces contextes, en se dépolitisant au maximum, on arrive à être paradoxalement au cœur du conflit dans une situation sécuritaire parfois dangereuse, et pourtant on se sent suffisamment en sécurité. When you go to the field, you are the ICRC. You have to keep this in mind because it gives you a lot of responsibility and a great force. So I'm going to leave you here. Une mission peut être remplie de frustration pendant une année ou 2 ans. Il y aura toujours dans cette mission des événements dont vous vous rappellerez pendant toute votre vie, parce que là, vous avez fait la différence pour une personne, pour un individu, pour un groupe de personnes. I think you'll discover a lot about your inner strength in a way,
because you're put in positions or in situations that you never know how you're going to cope with them. On n'a pas forcément une vie comme les autres, mais ce que ça m'apporte en échange, c'est illimité. You feel like you've gained a lot in a very short period of time, which is something I'd actually never experienced before. It's just incredible. Just the richness of the experience of the mission. Voilà, donc je reprends sur ma présentation, pardon. Voilà donc une courte présentation qui est effectivement, qui mélange beaucoup de choses, qui est un peu intense, des choses à des niveaux qui ne sont pas forcément ceux qu'on vit dans chaque mission, mais enfin ça donne un aperçu effectivement du rôle d'un délégué. Je vais reprendre du coup sur mon expérience. Moi, ma première expérience avec le CICR, c'était en Angola, et c'était la restauration du lien familial, dans un contexte fin de guerre, 20 ans de guerre terminée, contexte assez extraordinaire parce qu'il y avait un vrai état de grâce en fait dans le pays, des millions de personnes qui devaient retourner chez eux sans savoir ce qu'il y avait chez eux, et qui avaient souvent perdu un enfant, un frère, etc. Et on a fait, et l'essentiel de la mission consistait à essayer de renouer les liens et de leur permettre de les retrouver avec un rôle particulier sur les enfants. Je considère que ça a été le plus beau travail que j'ai fait de ma vie. En plus, je l'ai fait avec des gens extraordinaires. Là, Joachim, c'est un ancien instituteur en fait en Angola. Chaque fois qu'il venait faire une présentation, il montait sur scène en fait. Et il gagnait la confiance des gens. Dans un contexte post-guerre, c'est pas toujours évident. Et les gens se mettaient à leur raconter leur guerre et qui ils avaient perdu, etc. Donc ça, c'était cette première expérience. Dans ce contexte-là, on faisait d'autres choses. J'avais des collègues qui travaillaient, qui étaient ingénieurs ou techniciens hauts, qui travaillaient à créer des conditions de retour acceptables dans les villages. Là, c'était un collègue angolais qui est devenu expatrié par la suite, qui était très fort pour mobiliser les communautés autour des nouveaux points d'eau créés. Il y avait un travail d'assistance pour faciliter le retour des gens qui revenaient, qui traversaient parfois des milliers de kilomètres avec juste un baluchon et leurs enfants. On avait un centre orthopédique, donc au cours de nos voyages, on pouvait aussi trouver des personnes amputées, on les ramenait vers le centre pour qu'ils puissent se faire appareiller. Et là, je passe sur une autre mission. Alors là, on sort du CICR, c'est la Croix-Rouge française, donc on n'est plus en contexte de guerre, c'est au Cambodge. Type de mission assez différent. Donc là, en l'occurrence, on avait deux projets. Un qui était un soutien à l'hôpital pédiatrique de Phnom Penh et à une autre entité pour soigner les enfants malades du sida, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas dans les pays développés, puisque les enfants, en fait, sont protégés. Mais qui était un problème assez important, et donc on avait monté un programme là-dessus. Et puis un autre programme que vous voyez ici à droite, qui était un programme de soutien alimentaire et également eau et assainissement. Et dans ce contexte-là, il y avait des forages de points d'eau, avec là aussi un technicien eau, et puis tout un travail un petit peu de formation. Donc là, c'est de la formation de formateurs, un formateur khmer qui lui-même formait des jeunes volontaires recrutés par la Croix-Rouge du Cambodge dans les villages, de façon à faciliter ce programme. Je passe ensuite dans une troisième mission au Darfour, 2004. Donc là, c'était une énorme opération humanitaire. Comme souvent, en fait, à chaque période, il y a un spot humanitaire particulier avec des moyens énormes. Donc vous pouvez voir en fait des millions de personnes dans des camps de réfugiés, des millions de tonnes de nourriture et autres qui doivent être acheminées. Donc c'est des grosses opérations logistiques. Et puis c'est aussi un contexte sécuritaire vraiment difficile. Donc tous les gens qui devaient gérer un petit peu ces aspects de sécurité, ce qui était mon cas, on a dû suivre une formation du CICR qui s'appelait Stress et sécurité. Parce que la sécurité dépend beaucoup de la gestion du stress, donc c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens connaissent ici, et il faut savoir que c'est pas du tout inutile dans le milieu humanitaire, c'est même très important. Dans ce contexte-là, j'ai participé à un programme de vaccination de chameaux. Je crois que c'est quelque chose que je ne pensais jamais pouvoir faire lorsque j'ai fait mes études.
Mon rôle a été de deux ordres. D'une part, sachant que le programme était fait par un collègue vétérinaire somali qui avait fait un travail formidable, et il fallait faire en sorte que les autorités gouvernementales et rebelles puissent collaborer sur ce programme, ce qui était a priori mission impossible et qui a été possible. Il faut savoir que l'OMS n'avait pas réussi à les faire collaborer sur la vaccination des enfants, donc c'est pas très drôle. On a réussi à le faire sur le bétail, ce qui est quelque chose d'important en fait pour tout le monde là-bas. Et donc mon rôle a consisté un petit peu à faciliter cette collaboration entre les autorités dans un contexte autorités et rebelles. Et d'autre part, il faut savoir qu'on a des conditions de sécurité un peu particulières dans ce genre de contexte. En l'occurrence, il fallait toujours avoir 2 véhicules, 2 moyens de communication et un expat par convoi. Donc moi, j'ai été l'expat, c'est-à-dire que j'étais en mode purement touriste, puisque je n'y connaissais rien, mais il fallait que je sois là. Et j'ai vécu quelques journées magnifiques au milieu du désert, en fait. Autre exemple, on faisait du soutien également dans les zones plus éloignées, donc pas seulement les camps de réfugiés, mais pour que les gens puissent éviter d'y aller, justement. Donc, il y avait une grosse gestion de la sécurité, en fait. Là, vous voyez une carte que j'ai faite, moi qui n'ai aucun sens de l'orientation, ça me rassurait de mettre sur la carte les lignes de front et autres, de façon à suivre, en fait, le cheminement des équipes. Autre activité qu'on avait dans ce contexte-là, la chirurgie de guerre. Donc là, c'est un chirurgien cubain, je crois, si je me souviens bien. En fait, c'était une porte d'entrée. Alors, d'une part, toutes les activités santé, on faisait de la formation en premier secours et de la chirurgie de guerre. C'est une porte d'entrée assez intéressante vis-à-vis des forces rebelles, puisque précisément, ils étaient assez intéressés. Ça nous permettait de rentrer en contact aussi avec eux dans des bonnes conditions pour leur expliquer notre action, pour pouvoir la déployer, y compris dans les zones qu'ils contrôlaient. Et donc, j'insiste là-dessus parce qu'effectivement, alors c'est à nouveau assez spécifique au CICR, mais c'est vrai dans tout l'humanitaire, l'acceptance de l'action est extrêmement importante. Donc, le travail de communication qu'on peut faire auprès des communautés, là c'est des chefs communautaires, auprès des autorités, auprès des forces armées, est importante. Et au CICR, il y a en particulier ce qu'on appelle la diffusion du droit de la guerre, qu'on faisait. Alors moi, j'en faisais avec le support que vous voyez à droite auprès des forces de l'Union africaine. Et puis, on a des collègues qui sont des anciens militaires qui le faisaient auprès des forces armées. C'est toujours mieux d'être un peu gradé quand on intervient auprès des forces armées. Donc, on le laisse aux professionnels. Autre programme, là, je ressors à nouveau du CICR. Là, c'est avec la Fédération Croix-Rouge en Angola à nouveau, quelques années plus tard. J'étais venue en fait faciliter la coordination et la finalisation d'un programme qui avait monté la fédération dans l'ensemble des pays d'Afrique australe pour soutenir les enfants orphelins ou vulnérables du fait du sida. Donc là, c'est un travail qui se fait avec la Société nationale Croix-Rouge angolaise. C'est un travail beaucoup plus, à vrai dire, de coordination locale en fait, entre des partenaires et de faire en sorte que ça matche entre ce qui est fait sur le terrain et ce que les bailleurs sont prêts à financer, ce qui n'est pas toujours évident. Ensuite, je vais en terminer là-dessus, puisque après j'ai passé quelques années pour des raisons familiales encore en Afrique australe, mais que j'ai arrêté de travailler pour des ONG, ou plutôt je l'ai fait parfois de façon bénévole, et je me suis concentrée sur en fait la conjonction de mes 2 domaines de compétences, à savoir l'humanitaire et le développement, mais aussi la communication digitale. Et je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle ICT4D, c'est-à-dire Information Communication Technology for Development. Et ensuite, je suis rentrée en France. À l'issue de ce parcours, je voudrais faire un petit peu un résumé de ce qu'on y trouve, en fait, et ce qu'on y aime. Ce qu'on trouve dans l'humanitaire, c'est vraiment le sentiment de savoir pourquoi on se lève le matin. On a de l'impact, comme ça a été dit dans le reportage. On a parfois la conviction d'avoir vraiment sauvé la vie ou amélioré la vie d'une personne, de plusieurs personnes, de toute une communauté, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a évidemment de l'aventure, et tous les gens qui y vont aiment ça, et parfois ils restent pour ça. On ne sait pas forcément à quoi s'attendre, mais c'est précisément, il y a des choses formidables et assez inédites. L'échange aussi, parce que c'est vrai que ça nous donne accès à des personnes, que ce soit les personnes avec lesquelles on travaille, les personnes pour lesquelles on travaille, avec des conditions d'échange et du fait qu'on est là longtemps, qu'on n'aurait pas autrement. Et par rapport à des milieux professionnels classiques, il y a une diversité des interlocuteurs qui est vraiment extraordinaire.
Et puis j'ai mis entre parenthèses le statut parce que c'est pas quelque chose auquel on s'attend, c'est même assez choquant quand on démarre, mais ça peut être une des raisons pour lesquelles les gens s'y sentent bien et parfois même ont du mal à revenir en France, c'est qu'en fait on a de fait un statut assez privilégié concrètement, mais aussi symboliquement parce que on est le blanc ou l'étranger dans un contexte où ça se remarque parce qu'on a quand même des moyens et que on est souvent chef en fait dans des équipes. Et ça, voilà, ça peut plaire aussi. Comme je dis, ça pose aussi des problèmes quand on rentre en France parce qu'on n'a pas forcément le même regard. En fait, on est souvent très très mal vu. D'ailleurs, quand on rentre en France, il faudra former les ressources humaines à ça pour qu'elles comprennent que les gens qui ont fait de l'humanitaire ne sont pas forcément des huluberlus. Il y a aussi des contraintes, bien évidemment. Donc la première, elle est évidemment des risques. Là, j'ai mis en avant des zones de guerre avec des risques de guerre, des risques de mines. Mais ça peut être aussi des risques plus liés à des conditions sanitaires, des conditions de vie assez difficiles. Il y a les privations, vous voyez ici à gauche, je crois que c'était un marché dans le Darfour. J'ai des collègues qui ont perdu 20 kilos en 9 mois de mission, donc c'est pour dire que c'est pas forcément facile de trouver en fait à manger exactement ce qu'on aime le matin. Cette autre photo, c'est au Zimbabwe avec des rayons totalement vides, ça arrive aussi. Donc voilà, il ne faut pas être trop attaché à ces petites habitudes parce qu'il faut pouvoir s'adapter. Les communications, alors ça a changé, mais il y a quand même encore beaucoup de pays où on n'a pas des communications faciles, donc on a des liens plus limités avec sa famille. En règle générale, il y a des possibilités d'aller-retour. Ça n'est pas le cas, par exemple, depuis quelques temps avec le Covid. Les humanitaires sont parfois un peu bloqués contre leur gré. Et puis le dernier point qui est très important et qui est effectivement discriminant, c'est la vie de famille. Il est assez rare qu'on puisse développer une vie de famille en mission. Beaucoup d'ONG ne prennent pas en charge les familles, ou en tout cas pas sur les premières missions. Même lorsqu'on est juste en couple, c'est difficile de trouver des missions ensemble. Alors, à nouveau, il y en a qui arrivent, mais enfin, il y a beaucoup de relations qui se défont parce qu'à distance, c'est difficile. Plus globalement, c'est compliqué de se promener avec des enfants. Alors là aussi, ça dépend des missions, certainement pas dans les zones de guerre. Il y a des missions de développement où c'est plus facile, néanmoins. Il faut qu'il y ait des conditions de santé et d'éducation qui le permettent. Et puis plus globalement, je dirais, c'est pour ça que j'ai mis un saucisson, c'est pas pour se nourrir, mais parce que en fait, c'est le sentiment que notre vie est un peu saucissonnée. On a des missions d'1 an, c'est très intense, et puis on passe à autre chose. Et en fait, on a parfois le sentiment de pouvoir partager ça avec personne. Donc, c'est à la fois bien et difficile. Après, pour être heureux, justement, du coup, dans l'humanitaire, je dirais qu'il y a des choses dont il faut avoir conscience. Donc, évidemment, il faut être là avec l'intention d'aider les autres. Pour ça, je dis éthique, c'est un peu particulier de dire ça comme ça, mais on est aussi dans des contextes où tout est possible. Tout est le pire. Vous avez peut-être entendu parler de scandales sexuels également dans des milieux à l'étranger. Les ONG font très attention à essayer de recruter des gens qui ont une vraie colonne vertébrale, qui savent pourquoi ils sont là. Il faut évidemment avoir des qualités humaines, d'empathie, savoir gérer sa propre frustration parce qu'il y a évidemment des satisfactions, mais il y a aussi énormément de frustration. Tout ne se passe pas comme on voudrait. On est très souvent incapable de faire la moitié ou même 10% de ce qui serait nécessaire dans un contexte donné. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va interagir avec de multiples interlocuteurs et donc il y a une certaine importance relationnelle. Il faut être bon en négociation dans beaucoup de contextes, dans beaucoup de fonctions. Il faut à la fois avoir une certaine confiance en soi et en même temps une certaine humilité parce qu'on peut être vu comme le blanc-bec qui vient donner des leçons à des gens qui ne les attendent pas forcément. Donc, il faut trouver le bon positionnement. Le troisième point, c'est qu'évidemment, on va découvrir des nouveaux pays, des cultures, des métiers. Il faut avoir une bonne culture générale et une certaine curiosité pour ça, mais il faut surtout être capable de se repérer, de comprendre vite par rapport à des acteurs, à leurs enjeux, à des pays. Ensuite, on va à la fois travailler beaucoup en équipe et devoir se débrouiller seul avec un support très limité. Donc, tout ce qui concerne la vie en communauté est important, le caractère coopératif. Et en même temps, il faut être capable d'être autonome, de prendre des décisions dans des contextes flous, sans beaucoup de guidance. Et le dernier point que j'ai mis, évidemment, c'est aimer un peu l'aventure. Il faut savoir gérer son stress, comme je l'ai dit, savoir gérer le risque, être adaptable.